Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, Emmanuel Macron frappe fort sur le séparatisme islamiste. Le chef de l'État était très attendu. Il a mis des mots sur cette menace qui pèse sur la République, des mots et des actes. Une loi sera présentée le 9 décembre prochain. Services publics, associations, écoles. On va revenir dans un instant sur toutes les mesures annoncées dans notre grand débat. Notre grand témoin, lui, se bat depuis des années pour la liberté d'expression et la laïcité. Le journal qu'il a dirigé, Charlie Hebdo, fête ses 50 ans cette semaine sur fond d'attentats terroristes. On va revenir avec lui sur le génie de Cabu, auquel Rambobina sur LCP consacre un numéro spécial. Philippe Val est avec nous ce soir. Et puis comme tous les vendredis, ce sera le bloc-notes avec nos chroniqueurs. Donald Trump positif au Covid, ce sera avec François Durper, l'apéro de Camille Saferis et bien sûr le coup de gueule de Géraldine Wössner. Voilà pour le programme. Tout de suite, place au grand débat. Bonsoir Philippe Val. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre grand témoin ce soir. Vous avez évidemment écouté le chef de l'État. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous en avez pensé. Journaliste, évidemment, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo qui fête, je le disais, ses 50 ans cette semaine. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi un petit peu de ce roman, Allegro Barbaro. Avec ce personnage d'ailleurs de rockstar et de journaliste qui se rencontrent notamment sur la route de Sarajevo. On en dira un mot tout à l'heure. Bonsoir Éric Pouillat, merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de Gironde et vous êtes le co-auteur d'un rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics. Avec vous, Éric Diard, c'est vous, l'autre auteur de ce rapport. Vous en avez fait même un livre coécrit avec le journaliste Henri Vernet, Radicalisation au cœur des services publics, sport, hôpitaux, transport, ce qu'on ne vous dit pas. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Va nous rejoindre dans un instant le député Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski qui m'accompagne comme tous les soirs et qui commence Le poste. avec son billet d'actu. Si j'ai bien compris, c'est parti. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, le président Macron nous a refait le coup du Nini. Nini. Bah oui, vous vous souvenez pas, le Nini, c'est un slogan forgé par Mitterrand en 88 pour définir sa politique économique. Il disait ni privatisation, ni nationalisation. Donc c'est l'idée d'incarner une politique du juste milieu. C'est-à-dire ni privatisation pas trop à droite, ni nationalisation pas trop à gauche. Donc le slogan de Macron sur ce discours, ça serait plutôt lui, ni naïveté, ni stigmatisation. Donc pas de naïveté, parce que c'est un peu le défaut de la gauche, et bien sûr, pas de stigmatisation, parce que ça serait plutôt le défaut de la droite. Donc ni gauche, ni droite, de transcender les clivages. Ça, c'est très macronien. Est-ce qu'il y est parvenu, selon vous ? Alors, vous allez peut-être là pour en débattre. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même essayé. Donc, d'un côté, pas de naïveté. Donc, souvent, le reproche qu'on lui fait à droite, je ne sais pas si c'est le cas d'Éric Diard, mais c'est de ne pas savoir nommer les choses. Donc là, pour le coup, il a nommé précisément ce dont il parlait, c'est-à-dire le séparatisme islamiste. Il avait déjà employé ce mot, d'ailleurs, au début de l'année. Et puis, il a désigné précisément les endroits où il y avait des menaces, dans les écoles, dans les mosquées, dans les associations. Et puis, il a été même plus loin. Il a donné une définition de ce terme, séparatisme islamiste, et il en fait un ennemi de la République. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société. Voilà, la constitution d'une contre-société, là, on ne peut pas dire qu'il cède à la naïveté. Concernant le ni-stigmatisation, qu'a-t-il dit ? Alors, sur ce point, il y a bien sûr les formules d'usage qu'on entend depuis longtemps sur ses discours. Donc, il a dit pas d'amalgame, ça, il a réussi à le placer. Bien sûr, les musulmans ne devaient pas se sentir visés dans leur ensemble, mais il y a quand même un élément qui est plus propre à Emmanuel Macron. C'est quand il dit que dans le développement de ce séparatisme, la France, notre pays, a sa part. Donc, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit auparavant, soulignant dans le fait qu'il y avait un terreau en France, que la France avait une part de responsabilité. Il avait dit ça après les attentats du Bataclan, vous voyez, en 2015, quand il était encore ministre. Donc, il est revenu un peu sur ce thème, cette fois, son expression, c'est de dire nous avons construit notre séparatisme en France, ce qui lui a permis de pointer le fait qu'il y avait des ghettos où la République n'assurait plus ses missions de service public, et puis de pointer la discrimination aussi, par exemple. Donc c'était un discours équilibré, selon vous, ni naïf, ni stigmatisant ? Encore une fois, vous êtes là pour débattre, mais moi je serais tenté de penser que c'est surtout, il a voulu faire
nous montrer qu'il avait surtout écarté toute forme de naïveté. En fait, il y a ce n'est qu'un indice, mais il y a un terme qu'il a employé plusieurs fois dans le discours, c'est insécurité culturelle. Donc c'est un terme assez connoté, qui a été inventé par un géographe qui s'appelle Christophe Guilluy, mais c'est surtout le titre d'un livre, l'insécurité culturelle, de Laurent Bouvet, qui est quelqu'un qui vient du PS, donc de la gauche, mais qui s'est engagé pour on va dire, une laïcité de combat, en disant que c'est très important de bien identifier l'ennemi et de combattre l'islamisme. Il est lié au printemps républicain. Donc, d'une certaine manière, pour assumer, c'est un peu quelqu'un qui est sur la position de Manuel Valls, si bien qu'à la fin de la conférence, il y a une journaliste qui lui a dit « Mais Manuel Valls a l'impression que vous êtes en train de reprendre toutes ces idées. Est-ce que finalement, vous faites comme Manuel Valls 3 ans après ?» On écoute la réponse. Il ne faut pas toujours essayer de renvoyer les gens à des caricatures d'eux-mêmes ou au flipper des commentaires. Je trouve qu'on est constamment en train de faire ça. Oui, il n'a pas trop envie d'en parler, mais la question était bonne. Est-ce qu'il fait exactement ce que Manuel Valls prenait il y a 3 ans ? Est-ce qu'il a donc, presque 3 ans de retard ? On peut se demander, moi la question que je me pose, c'est, puisqu'il est d'accord surtout avec Manuel Valls, pourquoi Valls n'est pas au gouvernement ? Valls, pas Val, attention. Merci Stéphane. Éric Bouya, il a bougé, il a changé sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on l'attendait presque depuis 3 ans, ce discours. Vous reconnaissez qu'il a évolué ? En tout cas, le candidat Macron et le président Macron, oui, clairement, sur le discours a évolué. Je pense que c'est assez naturel dans la mesure où il est en responsabilité. Il est aujourd'hui face à la France et face à la situation de la France de 2020. Il y a des réalités, certainement, qui lui sont apparues. Et face à celles-ci, il faut répondre. Éric Diard, il est sorti d'ambiguïté, vous vous en félicitez ? Il est sorti au départ de l'ambiguïté, il a été clair, on parlait de séparatisme, de plusieurs séparatismes, il y en a nommé un, le séparatisme islamique, on parlait qu'il y aurait peut-être des histoires de suprémacistes blancs ou je sais pas quoi, il n'en était pas question. Il n'y a plus de pluriel, ce n'est pas une loi contre les séparatismes, mais c'est une loi contre le séparatisme islamiste. Ça, vous vous en félicitez ? Oui, il a été clair, parce que c'était très long quand même, 3 ans de tergiversation, 3 ans où on annule, on repart. Bon, ensuite, à un moment, il a fait les premières annonces au mois de février, mais ensuite, il y a eu la période de Covid-19 qui a décalé ces annonces. Donc, il était temps, avec quand même, je vois 2 parties différentes. Une première partie qui était forte, notamment sur la neutralité du service public, sur l'école, etc. Et une deuxième partie que j'ai trouvée un peu plus dans l'espoir, mais un peu plus philosophique et littéraire, quoi. Stéphane Peu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député communiste, je le disais, de Seine-Saint-Denis. Ce matin, dans Le Parisien, Jean-Louis Borloo disait, avant le discours, il faut qu'il fasse nation, qu'il fasse république, le chef de l'État et le chef de la nation. On est un bloc. Est-ce qu'il a fait nation dans ce discours ? Oui et non. Je suis oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie où il pose un diagnostic que je trouve très juste sur les failles de notre République, et sur le risque de séparatisme. Il nomme l'islam politique à juste titre, même si ce n'est pas la seule menace sur mais c'est une menace. Mais c'en est une, bien sûr, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas la seule. Il aurait fallu qu'il englobe d'autres menaces. Oui, bien sûr, il y a le séparatisme social, qui, moi, m'inquiète beaucoup quand j'observe que pour la 20e année consécutive, on s'aperçoit qu'en Île-de-France, c'est un véritable apartheid urbain qui est en train de se créer entre les quartiers pauvres et les quartiers riches. C'est inquiétant parce qu'on ne fera jamais République. La République, c'est un bloc, c'est un tout. Et donc, c'est quand même réunir autour... Mais sur cette question de l'islam politique, Stéphane Blakowski disait qu'il était équilibré. Le communiste que vous êtes le trouve-t-il équilibré ? Non, mais moi, je trouve qu'il fait un très bon diagnostic et il chute sur des propositions sont relativement limitées, qui ont assez peu d'envergure. Moi, il y en a certaines que je partage, mais je trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Philippe Val, c'est un combat que vous menez depuis des années. Essayez de mettre des mots sur les choses, la laïcité. Il parle d'endoctrinement, de contre-société, d'un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts avec les lois de la République. Avant d'entrer dans le détail, vous l'avez écouté, qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, là, vraiment, je dois dire que... je vais essayer d'être bref, mais j'ai eu 2 périodes dans ma vie. Une période où j'ai fait un métier de musicien, d'artiste, de scène, quoi, comme on dit, et j'ai joué partout. Donc, je connais très bien le tissu associatif français. Pendant 20 ans, j'ai sillonné la France et j'ai vu le rôle des associations. J'ai vu
comment elles se sont retirées, comment elles sont devenues autre chose, je les ai vues muter, etc. Et après, j'ai eu mon métier de journaliste. Dans mon métier de journaliste, on a été une petite poignée, mais vraiment très minoritaire, à tirer la sonnette d'alarme dès les années 90 sur ces questions. Bref, en y disant, pourvu que la République, la politique s'en saisisse, parce que le problème n'est pas tant social. C'est vrai qu'il y avait des quartiers pauvres, mais les immigrés qui peuplaient ces quartiers pauvres avaient pour ambition de s'en sortir mieux que la génération précédente, ce qui est normal pour des immigrés. Enfin, c'est la culture normale des immigrés, c'est le désir normal des immigrés, enfin celui qui est le plus souhaitable et celui grâce auquel ils s'en sortent. Mais il y a eu une volonté politique de la part d'une partie de cette immigration, de ne pas s'en sortir. C'est-à-dire d'être contre la République, contre ce qui J'entends bien, mais là, le système. sur ce qu'a dit Donc, on voulait, le président ce matin, sous Mitterrand, sous les autres présidents de la République, Chirac, Sarkozy, on a attendu un discours sur cette question, parce qu'on voyait, on a vu tout ça changer. Donc ça a mis du temps. C'est la première fois qu'un président de la République prend la parole en ces termes sur cette question. Ça a 20 ans de retard. C'est pas de la faute à Macron, parce qu'il avait 20 ans quand il fallait en parler. Il en a. Donc, on a pris énormément de retard. La tâche va être d'autant plus difficile, mais au moins, la République a parlé. Donc c'est un discours historique pour vous? Oui, c'est un discours très important. Je pense que tous les pays d'Europe vont s'intéresser à ce discours, parce que tous les pays d'Europe, même s'ils n'ont pas des sociétés organisées de la même façon que la nôtre, ils connaissent ce phénomène de la radicalisation musulmane, enfin de la radicalisation au sein de l'islam. Et une fois de plus, la cause n'en est pas si sociale que ça, même si le social... Les problèmes sociaux sont un terreau. Nos reculs et nos lâchetés, sur nos reculs et nos lâchetés, je voulais vous faire écouter le son, mais on n'aura pas le temps, mais je vous le dis, ils ont méthodiquement construit leur projet. Certes. C'est aussi en même temps d'Emmanuel Macron. Ils ont construit le même projet au Pakistan, en Algérie, au Liban, dans des pays au Danemark, dans des pays qui n'ont rien à voir entre eux au niveau social. Donc ça montre bien que c'est un problème politique. L'islam, c'est de l'islam politique. Et il y a un terreau social favorisant, mais ça existe hors du terreau social. Est-ce qu'il aurait dû ou pas dire ce qu'il a dit sur nos reculs, sur la faillite de la République? Est-ce que c'est pas au fond, il y a 3 élus sur ce plateau, vos responsabilités, messieurs les élus, de droite comme de gauche? C'est un problème qui date de quoi? De 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite des responsables politiques à ne pas avoir fait en sorte que ça n'arrive pas? Je suis convaincu que la République, c'est effectivement un idéal auquel on adhère, mais c'est aussi une promesse. C'est-à-dire que quand on est en France ou quand on devient français, ou on fait le choix d'être français, la République fait une promesse. Elle dit, voilà, maintenant vous allez être libres, égaux, en droit, dans une société fraternelle et laïque. Mais il a dit, nous avons laissé faire. Quand ce n'est pas le cas, qu'il y a des failles, quand il y a un manque d'égalité de chance... Qui est ce nous? Quand il y a le nous, c'est la classe politique. C'est les élus, c'est la société. C'est la classe politique, mais c'est aussi la classe intellectuelle. Exactement. La classe des clercs, les enseignants d'université, les formateurs de profs, les formateurs de journalistes. On a laissé faire. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Pas tout à fait. Il faut qu'on fasse notre mea culpa? Non, pas tout à fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi les choses ont évolué, mais il y a rien. Je vous prends 2 éléments. Sous Chirac, il y a eu la loi sur le voile à l'école. Sous Sarkozy, il y a eu la loi sur le voile intégral. Ça a provoqué beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, la situation, quand même, s'est aggravée. Et je pense quand même que le président pose un débat qui peut, à mon avis, aujourd'hui être plus apaisé. Par contre, ça, je l'avoue. Stéphane Peu, la gauche a une responsabilité? Oui, voilà, forcément. Mais si vous voulez, ce que disait Philippe Val tout à l'heure sur les immigrés d'avant et d'aujourd'hui, mais... Moi qui vis, travaille et suis élu à Saint-Denis depuis très longtemps, l'immense majorité de la population de cette ville, qui est pour une grande part issue de l'immigration, c'est toujours son espérance. Et son espérance, elle est dans la République. Quand vous êtes un ouvrier ou un précaire et que vous avez un enfant, votre seule espérance pour le voir un jour avoir un statut meilleur que le vôtre, c'est l'école de la République. Et alors c'est intéressant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous parlez de l'école. Oui. Il y a eu des écoles clandestines en Seine-Saint-Denis, dans votre département. C'est sans doute l'annonce la plus forte. L'instruction sera rendue obligatoire dès 3 ans, dès la rentrée prochaine. On écoute le chef de l'État. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « Le cours de musique, c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. La piscine avec les autres, c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus.
Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation. Mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples. Des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8 heures chaque jour, qui repartent à 15 heures. Des femmes en niqab qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà le renseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Stéphane Peu, je vous redonne la parole. Cette école au Seine-Saint-Denis clandestine, bien décrite par le chef d'État, elle a été fermée. Vous lui dites merci. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Désormais, il faudra tous, dès 3 ans, aller à l'école. Non, mais je ne dis pas merci quand les lois de la République s'appliquent. C'est la loi de la République qui s'applique. Et moi, ce que je voudrais dire, parce que l'école, pour moi, c'est vraiment la base de tout, notamment pour construire une République qui fasse bloc. C'est une bonne mesure ou pas? Mais bien sûr que c'est une bonne mesure, l'obligation à 3 ans. Mais est-ce qu'on peut mettre à côté de cette affirmation une autre réalité qui a été évité par le président de la République, c'est que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, où il y a une immense attente vis-à-vis de l'école républicaine, un enfant entre la maternelle et la primaire, un enfant de la Seine-Saint-Denis, scolarisé à l'école publique, il a l'équivalent d'une année scolaire sans professeur. Oui, mais on ne peut pas dire oui. Non, mais c'est une évidence. Et d'ailleurs, les professeurs vont être revalorisés. Mais j'aimerais m'intéresser. Dans un département où il y a le plus besoin d'écoles républicaines, c'est là où la République tient le moins bien sa promesse. Les Français découvrent quand même cette réalité. École clandestine, mère en burqa, fillette de 4 ans voilée, lieu insalubre, ouvrage religieux interdit en France. Éric Diard, là, oui, ça mais va dans le bon sens. c'est la contrepartie. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais favorable à la loi Gatel, c'est la sénatrice, qui a renforcé le contrôle dans les écoles hors contrat. Mais ce renforcement dans les écoles hors contrat, à contrario, c'est la contrepartie, a entraîné le développement des écoles clandestines. Donc, j'y suis favorable, mais on sait très bien que... Là, il va y avoir à la fois, cette mesure va permettre de supprimer ces écoles, et il va y avoir plus de contrôle sur leur contrat. Mais il va falloir surveiller, parce qu'il risque, comme tout est surveillé, il y aura de la clandestinité qui risque de se développer. Philippe Val, sur l'école, et puis on avance, et je vous redonne la parole. Je veux dire que cette contestation de l'école de la République, elle n'est pas sociale, hein. Elle est politique une fois de plus. Il s'agit bien, et j'insiste là-dessus, d'un islam politique. L'ennemi, c'est l'islam politique. Ça n'est pas une revendication sociale, on veut plus de profs. C'est un problème énorme. Hein. Peut-être qu'on pourrait en parler, cette histoire de profs manquants sur tant d'années. Ça fait 1 an pratiquement de perdu pour un enfant. Mais vous dites aujourd'hui que ces enfants qui vont dans cette école, leurs parents veulent faire sécession avec les lois de la République, c'est ça? Oui, non, mais c'est aussi difficile de nommer des profs en Seine-Saint-Denis. Tout le monde ne court pas pour aller enseigner là-bas. Et voilà, il faut se poser la question pourquoi, hein, mais tout le monde connaît la réponse en réalité. Alors, parce que c'est pas sûr, c'est pas une carrière facile. Je voudrais qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de choses et je vous donne la parole sur le renforcement de la neutralité dans les services publics. C'est l'objet de votre livre, Éric Diard. En particulier, il y a ces questions de chauffeurs de bus, il y a ces questions aussi de menus confessionnels. Écoutez le chef de l'État. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici, où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations, en constatant cette carence républicaine, et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. Là encore, c'est les élus qui vont être mis sous pression. Le préfet va s'y substituer si, par exemple, les menus confessionnels, les horaires de piscine sont aménagés. Ça veut dire aussi que les élus, d'une certaine façon, sont un peu pointés du doigt. Alors, 2 regards sur une mesure comme celle-ci. Par exemple, la première, c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un élu qui pourrait transiger un petit peu ou qui pourrait effectivement avoir une vision un petit peu lâche de la République. Parce que dans son département, dans sa circonscription, on le pousse à le faire. Le préfet pourra effectivement contrevenir à sa décision. Mais vous avez une deuxième dimension, ce que vous sous-entendez dans votre remarque, c'est que la pression sociale et la pression, on va dire,
du territoire et peut être très forte. Et les élus locaux ont parfois du mal à refuser. Donc le préfet vient à la rescousse. Ils ont peur. Voilà, faut prononcer le vrai mot. Dire le mot. Voilà, ils ont peur. Et donc une décision de l'État via le préfet pourra aussi pacifier la Éric situation. Diard, sur les services publics, vous qui avez travaillé sur le Mais sujet, avec Éric c'est suffisant Bouillard, ou pas ce qui est annoncé? on ne sait pas, vous savez, c'est pas le programme, c'est pas la proposition de loi, c'est une esquisse, donc je peux pas vous dire c'est suffisant ou pas suffisant, mais il y a des choses intéressantes, notamment quelque chose qu'on avait bien noté à travers le rapport, notamment le transport qui est concerné, mais il y a les délégations de services publics qui échappent à la neutralité du service public. Alors là, l'obligation de neutralité délégations sera aussi applicable Voilà, c'est pour ça, c'est ça que aux je dis. salariés des Donc, entreprises de délégation de c'est services ce que je publics. dis. Exemple, donnez-nous des exemples concrets. Je vous donne un exemple. Alors, vous avez la RATP qui essaie de respecter la neutralité du service public, et vous avez... Un chauffeur de bus qui ne fait pas rentrer une femme dans son bus parce qu'elle a une mini-jupe, qu'est-ce qu'on fait? il est sanctionné administrativement. C'est déjà le cas, il faut aller plus loin, il faut qu'il soit exclu. Bien sûr, mais par contre, il y a une différence, je vous dis, entre un service public, comme la RATP, et une entreprise qui fait office de service public, qui, pour l'instant, a délégation. Et donc, cet alignement de la part du président de la République est plutôt intéressant, il va dans le bon sens. C'est très important. D'un mot. Non, c'est très important, parce que j'ai bien lu le rapport de mes collègues, et grosso modo, je ne vais pas trahir, mais grosso modo, le service public, avec ses principes, tient à peu près correctement. Il y a quelques endroits où c'est... Mais enfin, globalement, tient bien sur les questions de la laïcité, de la neutralité. Et par contre, les grosses failles sont dans les délégations de services publics où ne s'appliquent pas les mêmes règles. Comme entreprise précisément? Ça peut être du nettoyage, ça peut être aussi vous avez des équipements sportifs ou culturels qui sont délégués, de la maintenance, alors justement, ça peut être plein de choses. C'est intéressant, vous mentionniez tout à l'heure, Philippe Val, la question des associations. Il y aura désormais une charte de principes républicains que toutes les associations devront signer et respecter. Alors comment ça va se passer? Thomas Després et Olivier Molinari se sont rendus à Nice, ville laboratoire. Reportage. Je vous remets le bulletin d'adhésion. D'accord. C'est devenu un rituel avant chaque rentrée associative. Chaque fois que nous produisons un dossier à la ville de Nice, il faut également signer cette charte-là. Comme Jean Fournier qui préside l'une des plus vieilles associations culturelles de la ville, depuis 2016, tous les directeurs d'associations doivent s'engager à respecter les valeurs de la République. Ça permet à chacun de recadrer un petit peu le cadre des pratiques sportives, des pratiques culturelles, savoir que ça c'est pas n'importe comment, et c'est surtout pas un motif pour faire autre chose. Une initiative portée par le maire Les Républicains de la ville, Christian Estrosi. Nous avons des principes que nous exigeons, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, le principe de neutralité des bâtiments, la liberté de conscience et la liberté de culte et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 4 pages d'engagement, et en cas de non-respect d'un des principes, la ville a tout prévu. C'est simple, une association me demande une subvention, il n'y a plus de subvention. Une association me demande un terrain de foot, un équipement sportif, un gymnase, une salle pour tenir des conférences. Il n'y a plus d'équipement. Donc l'association n'a plus les moyens de mener son activité. C'est après une polémique que Christian Estrosi a eu l'idée de cette charte. Il y a 5 ans, sur ce terrain de sport à l'ouest de la ville, un incident avait beaucoup fait réagir, en plein match de foot. Des joueurs, avant un match, ont cherché le lieu le plus approprié sur le terrain pour faire des prières. Un acte inacceptable pour Éric Borghini. Alors patron du district Côte d'Azur, il a à l'époque soutenu la charte de la mairie. Ça a eu un effet tout à fait efficace, parce qu'on a eu 2-3 cas au début, en 2016, et ensuite on n'a pratiquement plus eu aucun incident. Un peu plus loin, même constat au pied des tours de la cité des Moulins. Pour le président du club, la religion n'a pas sa place sur le gazon. En tant que grand, on leur propose, que ce soit pour les musulmans la mosquée ou pour des chrétiens l'église, et qu'ils sont libres d'avoir n'importe quelle religion, d'appartenir à n'importe quelle religion, et qu'il n'y aura pas d'a priori sur la religion, en tout cas au niveau de la pratique sportive, et qu'on reste dans cette optique-là en leur expliquant qu'il y a des lieux cultes justement pour pratiquer, et que sur un terrain de foot, on n'a pas cette image à avoir d'un jeune qui doit faire sa prière sur un terrain de foot. Du côté des joueurs, même si aucun incident n'a été observé depuis sa mise en place,
Cette charte interroge toujours. Que le mec fasse sa prière dans un coin, dans un truc, moi je suis pas contre. Un joueur qui va rentrer sur le terrain faire le signe de croix, ou un joueur qui va rentrer, qui va faire une prière, ou bien qui va faire sa prière à l'heure dans les vestiaires, personne ne le voit, ou bien même sur le terrain. Personnellement, moi ça me gêne pas. Si demain c'est des juifs ou des chrétiens, est-ce que peut-être ça poserait autant de problèmes? On ne sait pas, ça reste à voir. Sur cette dernière remarque, elle vous surprend ou pas, Philippe Val? Oui, ça poserait aujourd'hui évidemment autant de problèmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais une fois de plus, avant que l'islam politique ne vienne envahir un certain espace social, ces discussions-là n'avaient jamais lieu. Dans les années 70-80, je tiens vraiment à rappeler ça, en dehors des associations sportives, du 1901 sur le sport, les associations culturelles il y avait un maillage énorme en France, à tel point qu'il y a eu des enquêtes menées là-dessus. 90% des manifestations culturelles, théâtre, cinéma, musique, en France, étaient en bout de chaîne produites par des associations 1901. Maintenant, c'est beaucoup privatisé, et surtout, il y a eu beaucoup de retraits de gens, parce que c'était des associations de populations très diverses, vous les avez connues. On a vu partir beaucoup de gens issus de l'immigration qui étaient dans ces milieux-là. Donc, ce genre de discussion n'avait jamais lieu, n'aurait été inimaginable. Alors, justement, avec cette charte, et on voit que c'est assez efficace à Nice, vous allez pouvoir, au fond, réguler les subventions publiques, Stéphane Peu. Si ces personnes dans les associations ne respectent pas les principes de la République, eh bien, vous coupez les subventions. C'est une aide? Oui, c'est une aide. Enfin, je regardais la charte de Nice. Moi, j'étais maire adjoint à Saint-Denis. J'ai fait signer une charte de la laïcité en 2002 aux associations qui faisaient du soutien scolaire. Donc, c'est quand même pas une invention très récente. Après, tout le problème est le contrôle de tout ça. Parce que franchement, une association qui fait du soutien scolaire, un club sportif, c'est encore un peu... Mais enfin, personne ne passe toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine voir ce qui se passe à l'intérieur du cours. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus... se faire plaisir à bon compte, il faut des choses qui soient efficaces, mais c'est important de réunir ce que je faisais à Saint-Denis. On réunissait tout le monde dans une salle, on explicitait cette charte de la laïcité, on en expliquait les principes et chacun, solennellement, chaque président d'association venait la signer. Bon, ça avait surtout un mérite pédagogique. Bonsoir Mohamed Moussaoui. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CFCM. On a entendu beaucoup le nom de votre institution dans la bouche du président de la République tout à l'heure. Le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. On va parler à présent des mesures qui concernent le culte, les mosquées, les imams, le financement de ces mosquées. Peut-être la première annonce, peut-être la plus importante, il n'y aura désormais plus, c'est pas tout de suite, mais progressivement plus, d'imams étrangers en France. Écoutez Emmanuel Macron, vous réagissez juste après. Vous le savez, nous sommes un pays où nous organisions la formation des imams dans des pays étrangers, mais aussi celle de psalmodieurs que nous faisions venir de manière régulière. C'est la Turquie, le Maroc et l'Algérie qui fournissaient ces imams et ces psalmodieurs. Nous avons décidé de mettre fin à ce système, de manière totalement apaisée avec les pays d'origine. Et en transition, c'est-à-dire sur 4 ans en moyenne, parce qu'il faut que les choses se fassent progressivement, parce que, je vais y revenir, nous allons nous-mêmes former nos imams et nos psalmodieurs. Les musulmans en France. Mohamed Moussaoui, c'est la fin programmée des imams étrangers. Vous saluez cette mesure? Oui, je pense que ça a été déjà prise en 2019, dans son discours de Mulhouse. Il a été déjà annoncé. Il en avait déjà parlé. Il en a déjà parlé. Sauf que là, c'est officiel. La fin de l'islam consulaire, ça veut dire la fin des imams étrangers en France. Les musulmans de France eux-mêmes, ils sont conscients qu'il faut former des imams français, des jeunes français qui ont vécu dans un contexte français. Parce qu'un imam venu d'ailleurs ne peut pas comprendre les préoccupations des jeunes et d'être à leur écoute et puis surtout de les prémunir face aux risques qu'ils encourent dans une société comme la nôtre. On a plus de problèmes en France avec les imams étrangers ou pas? Franchement, vous qui les connaissez. Pas forcément avec les imams étrangers. Je pense que leur handicap, c'était la langue et un manque de connaissance du contexte culturel. Sinon, il n'y a jamais eu d'imam détaché qui était objet d'une poursuite ou d'un délit quelconque.
Alors, c'est vous qui allez devoir, au fond, vous atteler à ce gros dossier, hein, puisque 1905 oblige. C'est pas l'État qui va faire ça, c'est vous. Vous allez devoir former les imams. Vous avez 4 ans pour le faire, mais dans 6 mois, si j'ai bien écouté le président, vous allez devoir travailler à des certifications d'imams, des labellisations de formation et écrire une charte dont le non-respect entraînera tout simplement la révocation d'imams. Vous êtes prêts ? Vous allez jouer le jeu ? Comme vous le savez, le Conseil français du culte musulman, dès sa fondation, il a été conçu pour être une structure légère qui n'a pas de responsabilité cultuelle. C'est important de le dire aujourd'hui. Donc, manque de moyens, automatiquement. Et je pense que ça dépendra énormément de la volonté de composante du Conseil français du culte musulman. 6 mois, c'est peu. Mais je pense que le défi qui est devant nous va nous inciter tous à mettre les bouchées, on va dire les bouchées doubles et de pouvoir laisser tout ce qui pourrait freiner cette réalisation. Est-ce qu'on en a des imams en France ? Est-ce qu'il faut les former ? Parce que tout ça, c'est souhaitable. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, des imams qui ont parfois prôner une société qui n'est pas la nôtre, qui ont parfois défendu un modèle, je dirais, politique contre-républicain, il y en a. Et certains, on les a chassés de notre territoire. Expulsion ? Voilà. Combien, vous savez ? Combien exactement, non, je ne sais pas. Mais ça montre que la faille est là. Donc je pense qu'il est important. Mais moi, je voudrais juste dire, parce que c'est quand même important de le dire, c'est que il faut absolument, et je pense que ça a été c'est en filigrane dans l'expression du président, c'est qu'on n'a pas à dire à l'islam comment il doit s'organiser ou comment il doit... Il a essayé. Non, mais tous ceux qui ont essayé... Sur la structuration de l'islam en tant que représentant par rapport à l'État, il y a eu des tentatives. Finalement, c'est le CFCM qui reste... S'y sont cassés les dents. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il faut... Par contre, en revanche, il faut prendre à l'origine, à la source de la chose. Effectivement, je veux dire, l'islam respecte beaucoup l'imam, et il a une place prépondérante dans la représentation symbolique, et c'est là qu'il faut prendre la source du problème. J'ai une petite question. Tout à l'heure, on entendait Philippe Val nous parler du problème de l'islam politique, en disant c'est un problème politique. Ce n'est qu'un problème politique. Il y a Emmanuel Macron qui a dit il y a une crise de l'islam dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que l'une des mérites de ce discours, c'est qu'il était clair par rapport à l'objet de la proposition de loi, et donc de viser un extrémisme qui se réclame de l'islam. Il y a une crise de l'islam ? Est-ce que l'islam traverse une crise ? Il y a un extrémisme qui dévoie la religion musulmane partout dans le monde. Et il menace les musulmans eux-mêmes. Si on regarde bien, les musulmans de France, les musulmans du monde, d'une manière générale, sont les victimes de cet extrémisme qui dévoie la religion musulmane. C'est dans ce sens, le combat que mène le président de la République et que mène la République, c'est aussi le combat des musulmans de France. Ce combat de l'islam des Lumières que vous allez construire. Je pense que l'immense majorité des musulmans de France aspirent à vivre leur spiritualité dans la paix et le respect. Et c'est vrai que l'extrémisme se réclamant de l'islam a peut-être à des fins politiques, à des fins en tout cas contraires aux valeurs de la République. Ceux-là sont nos ennemis communs, et il faut les combattre ensemble. On a un moment important, Carrefour, il faut faire société, là, tous ensemble. Il y a ces questions de mosquées, de loi 1901. Il vous a dit d'ailleurs de faire arrêter la loi 1901 pour arrêter l'opacité, passer en 1905. Alors c'est un peu technique, mais comment on peut y arriver ? Alors, je pense que l'œil populaire, si méfiant sur la politique, si méfiant sur l'islam, si méfiant, si presque hostile, peut trouver là un objet de réconciliation dans les mois qui viennent. Je pense que le travail législatif qui va avoir lieu maintenant, s'il a lieu de façon efficace et digne, avec des oppositions parfois normales, mais pas combat de chiffonnier, de parti, parce que c'est le bien commun dont il est question. C'est éviter la guerre de tous contre tous, finalement. C'est la légitimité de l'État. Et donc, si ce débat entre vous, à la Chambre, a lieu d'une façon... Ça va être regardé énormément par les gens, parce que c'est un sujet qui leur est très cher. Et c'est l'occasion, peut-être ou jamais, de marquer des points dans la confiance que les gens peuvent faire dans la politique. Stéphane Peu, est-ce que ce n'est pas le moment d'une union nationale sur un sujet qu'on sait extrêmement sensible, éruptif, mais est-ce qu'au fond, une loi votée, clairement discutée, amendée, c'est possible ?
Moi, je l'espère. J'espère que sur les fondamentaux de la République, on puisse se retrouver avec, bien sûr, nos sensibilités et nos expériences. Mais ce qui me préoccupe, c'est que tous nos concitoyens s'y retrouvent. Et je suis très, très sensible à la façon, et je le saurai ce week-end en allant dans ma ville de Saint-Denis, je suis très intéressé, je n'ai pas eu le temps de le faire depuis ce matin, de voir comment tous mes compatriotes de confession musulmane, qui sont nombreux à Saint-Denis, vivent ce moment-là. Parce qu'on réussira l'unité nationale dont vous parlez, pas seulement en réunissant les politiques, mais en faisant en sorte que tous nos concitoyens, à commencer par nos concitoyens de confession musulmane, se retrouvent et donc, parce que vous pouvez pas ignorer, surtout en étant journaliste, quand même la musique médiatique que l'on entend, qui montre matin, midi et soir, non pas les intégristes musulmans, mais les musulmans qui les montrent du doigt en permanence. Et donc il y a un malaise dans la communauté musulmane. Je me tourne vers Mohamed Moussaoui. Quand vous avez écouté le président, vous avez trouvé que ce discours n'était pas stigmatisant, il est équilibré, vous l'accompagnerez ? Je pense qu'il n'était pas stigmatisant en soi, mais il a clairement conscience que les débats qui vont suivre peuvent l'être. Vous craignez ça. Et d'ailleurs, je pense qu'une des questions qui lui a été posée par un de vos confrères, il disait clairement ça va dépendre de vous, ça va dépendre de comment on va traiter ce problème. Et c'est vrai que dans ce genre de débat, tous les débats qui ont précédé un certain nombre de projets de loi, on a vécu des moments très difficiles, les musulmans de France. Le langage lui-même n'y aide pas. Si vous entendez judaïsme, christianisme, vous avez tout de suite à l'esprit une religion, une civilisation, des croyants. Lorsque vous entendez islamisme, vous devez penser à autre chose. C'est déjà un début de déséquilibre et d'amalgame et de confusion entre islam et islamisme. Avant les années 70, effectivement, islamisme, c'était l'équivalent de l'islam. Malheureusement, il y a un choix qui a été fait pour désigner une instrumentalisation à des fins politiques de la religion musulmane par un terme qui est islamisme. Une grande partie de la responsabilité va maintenant peser sur vos épaules pour justement faire ce travail de pédagogie. Vous y êtes prêts ? Nous prenons toute notre part dans la distinguer dans la sémantique. Et nous essayerons donc de faire un travail auprès de nos corréligionnaires. Le débat va s'achever. Je voudrais... Oui, allez-y. Je suis juste inquiet sur le calendrier. Parce que le président a parlé aujourd'hui, la loi arrive au Conseil des ministres en décembre, elle va faire son parcours parlementaire pour aboutir en fin de parcours parlementaire 6 mois avant l'élection présidentielle. Franchement... Si elle n'est pas retoquée, parce qu'il y a des questions juridiques importantes. Si elle n'est pas retoquée. Donc c'est trop rapide. C'est pas que c'est trop rapide, c'est que vous savez ce que c'est qu'une campagne présidentielle en France. Elle cristallise beaucoup de débats, beaucoup de tensions. Donc c'est le mauvais timing. Et je ne suis pas sûr que ce soit le bon timing pour faire l'unité nationale. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur vous, Philippe Val. C'est intéressant ce livre, on va en dire un mot, mais il y a un contexte dont je voudrais qu'on parle tout de suite, ce drôle d'anniversaire que fête Charlie Hebdo cette semaine. 50 ans au compteur pour l'hebdomadaire satirique. Alors évidemment, Philippe Val, il y a une longévité qui fait très plaisir. 50 ans, c'est beaucoup pour l'histoire d'un journal. Avec une parenthèse à l'intérieur de ces 50 ans de 11 ans sans publication quand même. Ah, c'est vrai. Mais il y a en même temps un contexte. Historiquement, ça a commencé il y a 50 ans. Mais il y a eu 10 ans avant que Cabu et moi on refonde le journal. Il avait cessé de paraître pendant 10 ans. Mais il y a un contexte dans lequel est fêté cet anniversaire. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, dans cette période post-attentat, dans cette période de procès ? Je pense que le journal qu'on a remis en route, Cabu et moi, en 92, a fait dignement son travail. Je pense que le mercredi, la publication, la présence de Charlie dans les kiosques, même pour ceux qui n'aiment pas ce journal, ce que je peux parfaitement comprendre. Il y a des journaux que j'aime pas beaucoup aussi, donc on a le droit de... C'est une question de goût, mais le fait que Charlie soit le mercredi dans les kiosques indiquait à tout le monde qu'on était dans une démocratie. Parce que c'est un journal transgressif, parce que c'est un journal avec une grande liberté. Voilà, c'était un signal. Et je pense que ce signal,
Ce message de Charlie a servi à quelque chose. Je pense que l'actuelle direction est extrêmement courageuse. Charlie symbolise quelque chose de, même une fois de plus pour les gens qui n'aiment pas le contenu éditorial du journal, je pense que Charlie Hebdo est précieux aujourd'hui parce qu'il est le signe d'une vraie démocratie. Alors quand vous voyez au tout début du procès, Richard Malka, l'avocat de Charlie, avait ces mots extrêmement durs et noirs en disant les terroristes ont gagné, la peur a gagné, l'autocensure a gagné. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, je partage complètement l'opinion de Richard. On s'est battu pendant longtemps pour ça. On a vu les gens avoir peur, En même temps, avoir il y a peur eu de dessiner. ce manifeste de Oui, toute la presse. mais c'est des années et des années de travail avant d'arriver à ce résultat, comme le discours du président Macron aujourd'hui. C'est des années d'alerte où on nous disait taisez-vous, et où les autres journaux, dans leur majorité, pas tous, mais dans leur majorité, se taisaient, refusaient, où le monde intellectuel ne voulait pas voir la réalité du problème. Donc Charlie a été courageux. Rhys est un formidable directeur de ce journal, et il donne du sens à ces quelques avancées pour nous, quand même. Quand le président Macron a dit il y a quelques jours déjà le blasphème c'est un droit inaliénable, nous c'est 15 années de travail pour qu'un président de la République enfin dise cette chose-là. Mohamed Moussaoui, vous souriez, vous êtes d'accord, le droit au blasphème, on n'y touche pas dans la République. Écoutez, nous sommes républicains, nous acceptons bien sûr la loi. Au-delà de, mais j'ai toujours dit en fait le droit de l'expression, entre le droit de l'expression et la liberté de foncer, il y a la fraternité, et je dirais que rien, absolument rien, ne justifie la violence. Merci. On va dire un mot de Cabu, votre ami. Cabu, Philippe Val. Rambobina, l'émission de Patrick Cohen avec Lina sur LCP, lui consacre une émission spéciale ce dimanche. Extrait. Merci, messieurs. C'est valable avec le nouveau président de la République. Est-ce que c'était valable avec l'ancien, le 6-4-2 ? Oui, ça marche toujours. Ah bon, faites voir. Tu vas voir. Alors là, un grand 6. Un joli 4. Alors, oui, c'est un 4. Alors le 2, il faut le faire un petit peu comme ça. Oui, un petit 2 fantaisiste. Un petit peu cul de poule, tu vois. Je le vois très bien. Voilà. Et puis tu continues. On regarde le même feutre, c'est pas grave. 6-4-2. Voilà. Ah, bravo. Voilà. Hein. Bravo. Bravo pour le 6-4-2 Cabu. Ça, c'est très fort. Voilà. Le génie, le talent de Cabu, on a reconnu Dorothée, c'était Récré à 2 à l'époque. Vous participez d'ailleurs à l'émission sur le plateau de Rambobina avec Patrick Cohen. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Vous avez une petite anecdote à nous raconter sur Cabu ? Quand on se baladait avec Cabu dans des villes ou dans des pays, d'abord c'était un journaliste absolument incroyable, il remarquait toujours le truc signifiant, bon bref, mais en plus les gens partout le reconnaissaient, ils l'ont tous, les gosses l'avaient vu à la télévision, quand ils devenaient adultes, c'est resté une espèce d'idole de leur enfance. Il faisait vraiment partie de l'imaginaire des Français. Et il dessinait tout le temps. Il dessinait tout le temps. Il paraît qu'il pouvait même dessiner dans sa poche, sans même regarder ce qui... Il dessinait dans sa poche. Il avait des fois, il avait un petit bout de crayon grand comme ça, avec des petits bouts de papier. Et il prenait des notes comme ça. Après, il refaisait les dessins. Mais il voyait quelque chose, un portail, un portrait, un lettrage sur un camion. Enfin, non, il prenait des notes de dessin tout le temps. On dit un petit mot d'Allegro Barbaro, même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a un narrateur qui s'appelle Mickey Marlowe, qui vous ressemble pas mal. C'est un journaliste un peu mélancolique qui écrit la journée, chante le soir, fait de la musique, ça me rappelle votre ancienne vie de chansonnier. Et il rencontre une rockstar en pleine guerre de Yougoslavie. C'est ça. Ça donne envie. Ouais. Et ils s'en vont essayer de faire des concerts de réconciliation dans un pays en guerre, ce qui est un peu aberrant. Et un peu dingue, et voilà, il y a une intrigue avec ce groupe de rock qui part au cœur des ténèbres, au fond. C'est un peu vous, ce narrateur. Le narrateur, il a des points communs avec moi, oui. Et les romans, c'est désormais la meilleure forme pour vous ? Non, j'en écrirai un autre derrière, mais non, je vais continuer à faire des essais, et des romans aussi, je pense. Une bande d'utopistes rock'n'roll sur la route de Sarajevo, Allegro Barbaro, c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, le bloc-notes.
Géraldine Bosner du Point qui fait son grand retour. Ravie de vous retrouver. Bonsoir. François Durper, vous êtes passé déjà dans cette émission depuis sa reprise pour la campagne américaine. Bon attaché de presse Donald Trump. Ultra trépidante, on est sous le choc. Et Camille Saferis pour son apéro du vendredi soir avec un député. On va commencer avec Géraldine. Géraldine, vous vouliez pousser un coup de gueule sur le bien-être animal. Alors, on sait qu'il y a une proposition de loi, EDS, Écologie, Démocratie, Solidarité, qui prévoit l'interdiction de l'élevage en cage d'ici 20 ans. C'est trop long, 20 ans? C'est trop court? C'est quoi le problème? Tout dépend, Myriam. Ce débat, il est passionnant parce qu'il interroge notre définition de la souffrance. Est-ce qu'on parle de douleur physique ou d'autre chose? Écoutez ce qu'en dit Cédric Villani. Le cochon, dans ces bâtiments, n'est pas dans des conditions où il peut satisfaire ses besoins physiologiques les plus fondamentaux. En particulier ceux de fouisser, ceux de grogner, ceux de bouger. Et on les a mis là dans une équation insoluble, nos éleveurs, avec ce mouvement d'industrialisation où le critère numéro 1, c'était la production. Voilà, j'ai choisi cet extrait parce qu'il dit beaucoup. On voit cette vision idéalisée de l'élevage pré-industriel. En gros, pour Monsieur Villani, il y a eu un avant où les porcs étaient heureux dans la cour de ferme. C'est un mythe. Je vous épargne la plongée dans les descriptions des sous à cochons des villes du XVIIe siècle. Un cauchemar de maladies, de souffrances. On perçait à l'époque le groin des gorées avec des fils de fer où on incisait leurs tendons pour les empêcher de fuir et de ravager les champs. Avant. Ce livre, 1835, décrit par le menu l'art d'extirper les ovaires détruits au couteau pour qu'elles engraissent mieux. Bref, l'homme est un loup pour le cochon et ça n'est pas nouveau, rien à voir avec l'industrialisation. Ce qu'il est en revanche, et c'est tant mieux, c'est le regard que nous portons sur ces espèces qu'on a créées pour les consommer. C'est pourquoi d'ailleurs la législation a évolué. Elle aime bien être à contre-courant, hein, Géraldine Bosner, en général. C'est pas génial ce qu'on fait aux cochons aujourd'hui, on les castre, on peut quand même s'en émouvoir, vous me l'accorderez. Oui, je vous l'accorde, c'est vrai, on les castre, y compris dans les élevages bio d'ailleurs. Et vous savez pourquoi on les castre? Parce qu'une viande non castrée, dans de très rares cas, 1-2%, dégage une odeur puissante, et ça, les consommateurs n'en veulent pas. On ne les laisse pas sortir non plus, les cochons, pour des raisons économiques, on régule mieux en bâtiment les températures, l'alimentation, les bagarres. 0,9% seulement des porcs qu'on mange en France ont accès à l'extérieur. Et je parle d'une courette, c'est vraiment un petit accès. Alors, est-ce que ça peut changer en 20 ans ? Admettons qu'on puisse changer tous les bâtiments. Le coût a été évalué, c'est 13 milliards d'euros. Mais surtout, est-ce que les gens vont payer? Parce que les mêmes Français qui signent des pétitions pour l'interdiction des cages, ils refusent de payer même 5% d'augmentation pour leur jambon. Le label rouge pour les porcs, c'est 4,5% de la production. Eh bien, plus de la moitié est déclassée en sortie d'abattoir parce qu'il n'y a pas de clients pour l'acheter. Donc, on le vend comme du cochon normal. Donc, finalement, ce débat, il est intéressant parce qu'il nous place face à nos contradictions et à nos responsabilités. C'est facile de signer une pétition, beaucoup moins d'ouvrir son portefeuille. Si demain, on apporte en masse du cochon de batterie, on n'aura rien fait pour la cause animale, on aura simplement tué nos éleveurs. Philippe Val, vous avez une petite réaction là-dessus. Le bien-être animal, c'est devenu une cause politique, mais c'est parfois un peu facile de dénoncer les choses. L'élevage industriel, c'est compliqué comme dossier. Oui, mais il y a moi j'ai toujours pensé que c'était une urgence. La souffrance animale est un problème dans nos sociétés modernes, démocratiques. Ça dit quelque chose d'elles, ça dit quelque chose de leurs imperfections, du refus de la réalité. On doit de toute façon faire d'immenses progrès dans la façon dont on traite les animaux. J'ai toujours été un militant de la cause animale. Et Charlie Hebdo a toujours été un militant de la cause animale, un journal qui militait contre la souffrance animale. C'est dans sa charte d'ailleurs. Ah oui ? C'est dans la charte de Charlie Hebdo que nous avions élaborée en 92. On passe à François. Alors François, c'est le choc. Quel rebondissement. Donald Trump a le Covid. Est-ce qu'il arrête sa campagne? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors il arrête en tout cas ses meetings. C'est compliqué pour lui parce que pendant 10 jours, il va être isolé à la Maison-Blanche. 10 jours sur 32, ça fait qu'il perd un tiers
de sa campagne restante. C'est vrai, un véritable problème. Puis ça touche à son discours. C'était l'invulnérabilité de Donald Trump. Il n'y a que 3 ans de différence avec Joe Biden, mais il nous faisait croire qu'il était en super santé. Or là, les Américains découvrent qu'il est déjà allé à l'hôpital le 16 novembre 2019. Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'il a 60... comment il se porte? Oui, bah alors officiellement, pour l'instant, le médecin dit pour l'instant ça va, tout va bien, etc. Mais il a 74 ans, mais il est en comorbidité, 110 kilos, ça passe sur tous les journaux américains, c'est bien de l'obésité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Puis surtout, c'est l'arroseur arrosé. Il se moquait de Joe Biden en disant même à 200 mètres, il porte un masque géant. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir sans qu'il ait alors que lui a refusé de le porter. Et puis surtout, c'était quoi son objectif? C'était de détourner l'attention des Américains de sa gestion du Covid-19. Or là, le Covid-19, ça va être matin, midi et soir. Alors, il y en a un qui est dans une bulle en plastique, c'est Mike Pence, parce qu'évidemment, Mike Pence, lui, on le protège. Sait-on jamais? Oui, dans le même temps, on dit, lui, il est négatif. Attention, 25e amendement, ça veut dire que peut-être, évidemment, s'il est empêché, Mike Pence deviendrait président. C'est déjà arrivé, George W. Bush, en 2002, en 2007, c'était Dick Cheney qui l'avait remplacé pour des coloscopies. Et donc, voilà, on va attendre, mais c'est quand même le rebondissement de la campagne. Incroyable, Philippe Val. Comment vous voyez ça? Ça n'arrête pas de, je pense que de heurter notre opinion. Oui, on sait plus non où seulement ça ça heurte notre opinion, mais l'Amérique, quoi qu'on en pense, est la plus grande puissance démocratique. C'est le plus grand État libre, le plus grand État de droit du monde, le plus puissant, qui exerce un pouvoir à la fois de modèle et de protection sur toutes les démocraties du monde. Or, ce leadership américain s'est effondré avec Trump. Il est sorti des élections démocratiques. Il a laissé l'Europe seule et on ne mesure pas le danger que l'on court dans le monde aujourd'hui, enfin je parle en face d'un géopoliticien, lorsque l'on a perdu ce leadership américain, qu'on a perdu avec Trump. C'est une histoire beaucoup plus violente qu'on ne pense. On ne sait pas comment ça peut tourner, les élections américaines. Oui. Ça peut très mal tourner. Ça peut très mal tourner parce que un refus des résultats peut créer dans les rues d'une violence inimaginable. Je dis pas, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais effectivement, un seul mot qui en fait va tout à fait dans votre sens. Les sondages depuis avant-hier, on s'est vu avant-hier. Depuis le Covid positif. Alors même depuis le débat, on s'était vu pour le débat depuis 2 jours. Avec Biden. Maintenant, c'est 7 à 8 points d'avance. Il n'y a pas eu d'avance aussi importante depuis Bob Dole en 1996. Donc ça veut dire qu'il a une avance beaucoup plus grande qu'Hillary Clinton, Joe Biden. Et le paradoxe, c'est qu'il y a une majorité d'Américains qui disent on va voter pour Joe Biden, mais ils sont à 50-50 les deux. Parce que les Américains se disent, est-ce qu'il ne va pas quand même gagner le collège électoral? Est-ce que les sondages se trompent ou pas? Et 3e élément d'incertitude, est-ce qu'il va voler l'élection? Mais le fait qu'il ait le Covid, est-ce que ça peut reporter l'élection? Alors, ça peut reporter, déjà, on va parler du 15 octobre. En novembre, c'est le combien? Oui, c'est le 3 novembre. Mais là, il y a un débat télé. Alors, déjà, ça peut reporter le débat télé. Ça va être juste 10 jours et ça dépend son état. En fait, tout dépend. On va voir dans les 24 prochaines heures. On ne peut pas cacher la santé du président. Est-ce qu'il est asymptomatique? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que, comme Boris Johnson, il va être très gravement malade? Pris en charge à l'hôpital, mais finalement guéri. L'Amérique est suspendue parce que, vous savez, Donald Trump, il est capable de retourner un peu les choses toujours. C'est quand même un fin politicien et il est capable de dire j'ai surmonté le Covid, je n'ai pas été. Voilà, donc il va essayer quand même d'utiliser ça. Ça avait servi, Boris Johnson, on se souvient. Et d'ailleurs, même d'autres dirigeants qui ont eu le Covid. Ça booste la popularité a posteriori. Vous connaissez Camille Saferis, Philippe Ball? C'est un charmant jeune homme, comédien, sur les planches, mais aussi chroniqueur dans notre émission. Et chaque vendredi soir, figurez-vous qu'il nous fait connaître un député un peu autrement. Il le détend autour d'un verre. Ça s'appelle l'apéro de Camille. Avec qui avez-vous trinqué cette semaine? Eh bien, Myriam, pour commencer la saison, j'ai choisi une des grandes figures de l'Assemblée. Tout le monde le connaît, c'est pas vraiment une découverte. C'est Charles de Courson. Ah, c'est vrai, on le connaît. Il est député centriste de la Marne. Ça fait presque 28 ans qu'il est député. Donc, vous voyez, c'est pas un petit genou qui... On l'appelle le moine soldat. C'est son surnom. Il est issu d'une grande lignée, la lignée des Lepelletier de Saint-Fargeau. Vous ne saviez pas ça? Non, vous m'apprenez. Son grand-père a refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Un de ses aïeux a voté pour l'exécution de Louis XVI. Vous voyez le pédigré, quoi. Bon. Alors, Charles de Courson, il est extrêmement sympathique. Mais il faut le dire, il a eu 2 suspensions de permis pour des excès de vitesse. Non. Si. Incroyable. Il s'est vu retirer 3 points à 3 reprises en 10 ans.
Alors, il a dû faire des stages de récupération de points, bon, etc. Vous imaginez le truc, 4 ou 5 quand même. Bon, en fait, il me l'a avoué, il a tout simplement une tendance à conduire trop vite. En début de journée, je suis à l'heure, je commence à l'heure, mais souvent, ça dérape. Et après, j'essaie de rattraper le temps, quoi. Ah, c'est ça. Et là, il vous reste combien de points sur votre permis en ce moment? Alors, il doit m'en rester 9. Les policiers, comment ils l'ont vécu, le fait d'arrêter le député? Et même plusieurs fois, ils m'ont dit, eh ben, vous voyez, c'est pas souvent que ça nous arrive d'avoir un parlementaire qu'on arrête qui nous dit, mais c'est tout à fait normal, faites votre devoir, faites votre travail. Souvent, il paraît que, du comment, je suis parlementaire, je fais ça pour la République, enfin, c'est eux qui m'ont raconté ça. Ah, il y en a qui font ça? Ah bah bien sûr. Ah ouais? Ah ouais. Vous voyez, moi, j'ai jamais mis une cocarde de ma vie. Oui. Jamais. D'accord. Ça me choque. Vous êtes estomaquée, Géraldine? Je ne le crois pas. Pour qui est allé un jour dans le bureau de Charles de Courson où les livres sont rangés à la règle, au millimètre près, qui ne tolère pas une feuille qui dépasse, je me dis c'est pas possible. Oui, c'est sa face cachée quelque part. Alors vous avez vu, Charles de Courson, c'est donc un centriste, mais vous avez remarqué, il a la raie à gauche. Alors, selon le placement de la raie, vous l'ignoriez peut-être, mais il y a un sens. C'est marrant qu'on parle de ça avec vous aujourd'hui. Voilà. C'est un message qu'on envoie en politique. Par exemple, Kennedy avait la raie à gauche, Hitler avait la raie à droite. Et oui, c'est vrai. Alors, est-ce que chez Charles de Courson, ça correspondrait peut-être à un signe, à une symbolique occulte? Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit garçon, vous voyez. Donc c'est votre implantation de cheveux qui fait ça? Oui, parce que j'ai 2 épis. Montrez-nous. J'ai 2 épis. Et je trouve plus facile de la faire à gauche que de la faire à droite. Mais ça n'a rien à voir avec vos points de vue politiques? Oh, absolument rien. Vous voudriez une raie centriste à la Maurice Garçon. Voilà. Oui, qui était la mode dans les années 30, dans les années... D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de parlementaire qui ait une... Ah ben si, Villani, il a une raie centriste. Mais c'est très rare, parce que ça date de l'entre-deux-guerres, quoi. Mais une répartie, Camille, il a récentriste. Il a réparti, c'est très fort. Et puis alors, puisqu'on parlait cheveux, figurez-vous que j'ai appris il m'a révélé qu'il a fait jadis un stage de coloration chez L'Oréal. Non. Ben oui. Et alors, il a appris à détecter... Oui, vous voyez, les députés ont dépassé. Et alors, il a appris à détecter les teintures, les postiches, etc. Il est très, très fort pour ça. Donc, j'ai essayé de le cuisiner, évidemment. Est-ce qu'à l'Assemblée, parmi les personnalités de premier plan, est-ce que certains trichent? Est-ce qu'il y a des cheveux de teint? Est-ce qu'il y a des moumoutes? J'ai essayé de lui soutirer des noms. Vous êtes en face. Qui se font teindre, ça se voit beaucoup. Oui. Mais les moumoutes, quand même. Des moumoutes, ça existe. Allez, balancez-nous un nom, quoi. Oui, et alors je regarde ça, non, je n'aurais pas. Moi, ça me fait rire, moi je dis, il faut assumer. Un jour, j'étais avec l'éphémère secrétaire d'État, Madame Delaunay, qui s'occupait des personnes âgées. Elle me dit, Monsieur de Courson, vous avez une moumoute? Et je lui ai dit, non, Madame la milice, chez moi, tout est naturel. Elle me dit, c'est pas possible. Je dis, si. Et alors, elle s'empare de mes cheveux et elle tire. Ben, je lui dis, vous voyez que c'est vrai. Et je ne suis pas teint, vous voyez. C'est quand même là, il m'a avoué que c'était la première fois qu'il répondait à une interview sur ce sujet. Hein. Il faut quand même le dire. Sur des sujets plus techniques. En général, c'est plus budget. C'est le budget. Mais vous vous rappelez que Trump, en discours, il a demandé à un supporter de tirer. Parce qu'on dit c'est une moumoute pour vérifier. Lui, il est à droite, hein, mais ça banane. Merci les amis. Il faudra en faire un livre, hein, parce que c'est collector vos anecdotes. Ouais. Je rappelle celui de Philippe Val, Allegro Barbaro, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est un roman trépidant. À très vite, à très bientôt sur LCP. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi.